la continuité qui fait l'écart. Je veux dire comme ça, c'est l'écart qui fait la continuité. Bon. Il y a aussi un point qui me gêne, sur lequel je n'ai pas insisté à la lecture, page 806, à l'avant-dernier paragraphe. C'est la première fois qu'il est question de quadrature de ce cercle, pour être possible, n'exige que la complétude de la batterie signifiante installée en grand A, symbolisant dès lors le lieu de l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque complétude du lieu de l'autre, une complétude des signifiants. On n'a pas affaire à une finitude accessible aux autres signifiants. On a affaire à du signifiant qui vient toujours à se susciter à neuf, donc ce que Lacan amènera de transfini plus tard est pleinement justifié. Tandis que là, ça m'apparaît très restreint. Donc je ne suis pas sûr que ça vaille seulement par un effet de conjecture qui va se déterminer par l'exhaustion d'une combinatoire. Que l'exhaustion d'une combinatoire soit possible, pourquoi pas. Bon, mais Lacan ne précise pas entre quoi et quoi opère cette combinatoire. C'est à reconsidérer. Donc la question se pose dans tout ça de la place du sujet, je dirais. Et que c'est en fonction de la place de sujet, qui est quand même variable dans le schématisme, on peut avoir une détermination de plusieurs modes de l'autre. On va dire comme ça plutôt que pas type d'autre, ça a le même sens. Hein. Lacan il viendra sur ces schémas. Je le reprends à partir de son discours, page 807. Pour moi, le sujet, c'est la métaphore de l'articulation d'un signifiant à l'autre, c'est comme ça qu'il le dit. C'est le signifié de la pure relation signifiante, donc c'est le signifié de cette pure relation signifiante qui est du S1, ou aussi bien de la fonction phallique. Hein. Donc ça donne du sujet. On croit toujours à Lacan un peu postérieur, puisque c'est dans la première version de la proposition du 9 octobre 67. Les écrits étant déjà sortis. Alors, le sujet, moi je n'en ferai pas un signifiant. L'autre n'est pas un signifiant. Il y a un signifiant de l'autre, ça je veux bien suivre Lacan. Il y a un signifiant du sujet, je pense que le signifiant du sujet c'est la signifiance S1, qui indique le sujet du narcissisme primordial, celui qui m'importe. Sinon il y a sûrement un sujet du signifiant proprement dit S2, ça serait un sujet spéculaire du narcissisme proprement dit. Bon, si le sujet n'est pas insignifiant, quel est-il? Pour moi, c'est le support, comme je l'ai indiqué dans le schéma, là, de la signifiance, du signifiant unaire, du grand phi, voire de la jouissance phallique. Support, ça veut dire hypokaimenon, hein, c'est ce que dit sujet. Bon, il est plus exactement, pour être support, métaphore et signifié. Métaphore du sujet, quelque chose qui s'entend bien. L'objet étant métonymique. Hein. C'est la même articulation, je vous le rappelle. Si on veut s'y retrouver, qui justifie le passage de l'un à l'autre, donc, je me limite à un bout de chaîne de rien du tout, en dimension 1 qui plus est, où le sujet, je vais dessiner mieux dessiner cette accolade, et le signifié de la pure relation signifiante, articulé à S2 et à S2', comme l'objet, en étant le signifié, le sujet en est la métaphore, et comme l'objet est la métonymie de cette articulation qui se donne proprement comme métonymique.
Donc, par rapport à ce qui viendra plus tard dans Lacan, je pense qu'il faut vraiment distinguer le sujet et la jouissance phallique en particulier, hein, il ne faut pas les confondre. Alors, Lacan va avancer sur cette dualité de l'autre comme lieu du signifiant, voire lieu du code, et lieu de la loi. Là, il va en parler comme lieu de la parole. On est déjà proposé deux termes par rapport à la citation de la page 583, et là, on en est déjà à quatre. Hein. Lieu du signifiant, lieu du code, lieu de la loi, et puis si on ajoute le lieu de la parole et comme témoin de la vérité, le lieu de la vérité d'une certaine façon, ça fait 5. Donc je vous cite Lacan. Observons entre parenthèses, il manque un S, que cet autre distingué comme lieu de la parole ne s'impose pas moins comme témoin de la vérité. Donc le lieu de la parole, c'est aussi le témoin de la vérité, d'autant plus facilement que Lacan a déjà avancé que c'était la vérité qui parlait. Il n'empêche. Sans la dimension qu'il constitue, cet autre, la tromperie de la parole ne se distinguerait pas de la feinte, qui dans la lutte combative ou la parole sexuelle en est pourtant bien différente. Se déployant dans la capture imaginaire, la feinte s'intègre dans le jeu d'approche et de rupture, constituant la danse originaire, où ces deux situations vitales trouvent leur scansion. Donc, le jeu d'approche et de rupture, jeu d'approche comme sexuel, rupture comme agressive, constituant la danse originaire, où ces deux situations vitales, d'approche et de rupture, trouvent leur scansion, et les partenaires qui s'y ordonnent, ce que nous oserons écrire leur densité avec un A. J'ai annoncé cette idée de la densité. Je pense que ce que Lacan est en train d'avancer, et ça va plutôt dans le sens de mon intuition, que ce soit les graphes du désir qui nous donnent du moins une approche de la structure de template de la coupure signifiante dont s'organise le sujet. Donc, quand je parle de densification du vide, au niveau de cette compactification, c'est-à-dire d'une infinitisation densifiée, et non pas d'une élation d'infini qui est de plus en plus léger au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Hein. C'est comme ça qu'on voit quand même l'infini. Là, c'est un vide densifié infiniment. C'est un mode d'infini distinct de l'infini classique de l'autre qui va jusqu'au transfini. Donc là, Lacan, il va parler de densité. Parce qu'il s'agit d'une danse qui est quand même proche de la vacillation dont j'ai parlé il y a quelques séminaires de là, une vacillation qui organise justement tous ces passages que je donne aussi en termes de réseau. Vendredi, je le dirai à propos de la génétique, parce que dans le bouquin que je lis, donc c'est en anglais, eh ben, il y a une association du nexus et du nadir. Moi, j'y trouve mon compte. Le nexus, c'est le réseau. Le nadir, c'est l'opposé du zénith. Mais bon, si on met ce point-là au zénith, l'opposé, ce serait celui-là. Ça revient au même, puisque j'identifie ces deux points, quoi qu'il en soit. Dans mon propos, ça signifie que l'organisation de la bande möbienne ou de sa coupure, ce qui est la même chose, se donne comme identifiable en ce point de compactification que Lacan appelle une densité, et qui est de l'ordre de cet opposé du zénith, qui est le point au-dessus de notre situation, le nadir étant le point au-dessous. C'est l'arabe, qui est passé en anglais.
Donc, un autre point, là, puisqu'on est dans cet ordre d'idée, qui nous permet de passer d'autant plus facilement donc, à cette théorie du clivage, c'est que quand il parle de feinte, Lacan, je trouve qu'à une lettre près, on est proche de la fente, et que je dirais que présenter la densification du vide comme une densification opératoire en termes de coupure, c'est une feinte qui à la fois on rappelle le vide au travers de la coupure, mais en même temps on maintient l'action, l'activité, au travers de cette organisation clivante qui fait ce clivage dont le sujet va dépendre. Donc la danse se situe dans la lutte combative ou la parade sexuelle, se déployant dans la capture imaginaire. La feinte s'intègre dans le jeu d'approche et de rupture, bon, c'est ce que j'ai appelé l'oscillation, constituant la danse originaire, où ces deux situations vitales trouvent leur scansion. Approche et rupture, deux situations vitales trouvent leur scansion. Et, mais il ne précise pas les scansions, là, Lacan. J'ai du mal à ne pas me référer au temps logique pour redéfinir des scansions. C'est une remise en jeu de ce qui a déjà été établi comme signification. Ce qui compte, c'est le sens à donner à cette signification. Donc si on ne la remet pas constamment au travail, la signification, d'une scansion à l'autre, ben, on va s'en tenir à une signification qui n'aboutira à rien et dont on ne pourra pas redéfinir le sens. L'animal au reste s'en montre capable quand il est traqué, il arrive à dépister, en amorçant un départ qui est de l'heure. Cela peut aller aussi loin qu'à suggérer chez le gibier la noblesse d'honorer ce qu'il y a dans la chasse de parade. Mais un animal ne feint pas de feindre. Pour moi, ça ramène une coupure de la coupure. Il ne fait pas de traces dont la tromperie consisterait à se faire prendre pour fausse étant les vraies, c'est-à-dire celle qui donnerait la bonne piste. Pas plus qu'il n'efface ces traces, qui seraient déjà pour lui se faire sujet du signifiant. Bon. Moi, scansion, c'est une fonction de limite, au sens des mathématiques, c'est-à-dire c'est une relance. Le zéro, c'est un point d'arrivée, et puis au-delà du zéro, il y a toujours quelque chose, dans un sens ou dans l'autre. Pareil pour les transfinis. Donc ces points limites ont toujours une relance. Puisque la scansion serait la densité, c'est à voir. Dans le dernier paragraphe de la page 807, tout ceci n'a été articulé que de façon confuse par des philosophes pourtant professionnels. Mais il est clair que la parole ne commence qu'avec le passage de la feinte à l'ordre du signifiant, ce que le signifiant exige, et que le signifiant exige un autre lieu, le lieu de l'autre, l'autre témoin, le témoin autre qu'aucun des partenaires, pour que la parole qu'il supporte puisse mentir, c'est-à-dire se poser comme vérité. Dans tout ça, il faut, comme je le fais souvent, mais je trouve que Lacan n'est pas exactement explicite, il faut distinguer ce que je situe là comme fonction de la parole. Bon, Lacan met une majuscule, ça aussi c'est un peu trop essentialiste. Pas obligé de mettre des majuscules, ni à parole, ni à vérité. Et le lieu de la parole, qui est aussi la vérité.
même si c'est une vérité repoussée dans le transfini, sans qu'on puisse mettre l'accent sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on passe du lieu de la vérité à la fonction de la vérité grâce au fait qu'il s'agisse bien de la vérité qui parle. La fonction de la parole, c'est la fonction de la vérité. En quelque sorte, c'est la vérité qui parle. Dans les différentes vérités de Lacan, enfin, a priori je les situe sur le schéma quadrique, je vous rappelle qu'il y a la vérité de la parole, celle qui parle en disant je, il y a la vérité standard d'adéquation, de cohérence, vérité scientifique standard, il y a la fiction, une vérité fictive, il y a l'accointance chez Russell, c'est-à-dire une vérité que je considère être réelle, un abord réel des choses, si tant est qu'elle puisse se donner comme vérité. Autrement, c'est effectivement une discussion. Donc on arrive au deuxième schéma. Là, c'est d'ailleurs que de la réalité qu'elle concerne, que la vérité tire sa garantie, c'est de la parole, comme c'est d'elle qu'elle reçoit cette marque qui l'institue dans une structure de fiction. Bon, on va partir de la feinte, sans laquelle il n'y aurait pas de vérité. La fiction fait partie de cet ensemble quadrique où la vérité fait valoir sa structure. Le dit premier décrète, légifère, aphorise, et oracle, il confère à l'autre réel son obscure autorité. Bon. Prenez seulement un signifiant pour un signe de cette toute-puissance, ce qui veut dire de ce pouvoir tout en puissance. Bon, c'est un peu redondant, mais de cette naissance de la possibilité, Lacan est en train de parler de potentialité, quoi. Et vous avez le trait unaire qui, de combler la marque invisible que le sujet tient du signifiant, aliène ce sujet dans l'identification première qui forme l'idéal du moi. Identification première. Donc, la marque invisible que le sujet tient du signifiant, c'est la fonction pair, qui se donne comme trait unaire dans l'organisation des sujets entre eux d'une manière toujours diachronique, encore métonymique. Ce qu'inscrit la notation grand I grand A que nous devons substituer à ce stade à l'S barré du vecteur rétrograde, en nous le faisant reporter de sa pointe à son départ. Bon. C'est un effet de rétroversion. On y trouve son compte dans l'organisation de la fente. Par quoi le sujet, à chaque étape, devient ce qu'il était comme d'avant, et ne s'annonce il aura été qu'au futur antérieur. On est bien là, toujours un effet de récursivité. Je pense que Lacan redéfinit sans le terme régulièrement les formes nécessaires de la récursivité dans le signifiant, avec différentes approches, là, dans ce texte, qui interviennent assez régulièrement. Effet de rétroversion, par quoi le sujet, à chaque étape, devient ce qu'il était comme d'avant, et ne s'annonce il aura été qu'au futur antérieur. Ici s'insère l'ambiguïté d'un méconnaître, essentiel au me connaître, car tout ce dont le sujet peut s'assurer dans cette rétrovisée, c'est venant à sa rencontre l'image, elle anticipée, qu'il prit de lui-même en son miroir. Nous ne reprendrons pas ici la fonction de notre stade du miroir, point stratégique premier, etc. Et puis une tirade contre le moi autonome. Quoi qu'il en soit, ce que le sujet trouve dans cette image altérée de son corps, c'est le paradigme de toutes les formes de la ressemblance qui vont porter sur le monde des objets une teinte d'hostilité en y projetant l'avatar de l'image narcissique qui, de l'effet jubilatoire de sa rencontre au miroir, devient, dans l'affrontement au semblable, le déversoir de la plus intime agressivité. La question de ce qui reste en suspens.
avec ces stades 1 et 2 du graphe. Le point où j'en suis du discours maintenant. Je pense que ce qui reste en suspens trouve sa solution dans le développement que Lacan va en faire dans les stades 3, c'est-à-dire le crochetage, et 4, le graphe complet, qui sont nécessaires pour faire état de cette organisation du signifiant, plus que refondue, comme étant le templé qui spécifie cette fente entre le sujet et l'autre, sous condition que l'autre ne soit pas univoque. Mais l'autre n'est pas jusqu'à présent très exactement situé dans la plurivocité qui lui serait nécessaire. Pour en arriver là, il faut non seulement qu'il y ait cet autre n'apparaisse pas comme tel, mais soit barré, et intervienne au travers à la fois de la pulsion et de sa castration. Et apparemment, Lacan les situe dans le graphe complet, là où on ne les attendrait pas, puisque c'est du côté de S de grand A barré que je mettrai castration, lui met jouissance. Du côté de pulsion, S barré, poinçon grand D, il met castration. Bon, c'est sûrement à discuter, mais qu'est-ce que ça signifie? Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être trop fixé et rigide sur l'organisation du graphe. Ce que Lacan en fait, avec tous les allers-retours qu'on verra les prochaines fois, et peut-être qu'il nous faudra 2 séances, enfin, on verra bien, c'est qu'il y a tous les courts-circuits, en particulier, qui permettent d'éviter une étape ou d'aller au plus pressé au point d'aboutissement. On verra ça. Il n'empêche que l'autre, là, du coup, est quand même entre jouissance et castration, est scindé. Moi, je dirais que si la castration détermine la loi, la jouissance, c'est quand même le lieu du signifiant. La jouissance de l'autre, c'est le lieu du signifiant, comme la castration de l'autre implique aussi, du fait de sa béance, la loi dont l'autre se fait le garant. N'empêche que je trouve ça relativement ambigu dans cet indiscernable. Je pense que le discours de Lacan est compliqué, parce qu'on a affaire, quelles que soient les indications qu'on va lire en détail, qui donnent sur son graphe. Je vous rappelle qu'avec le schéma boro-projectif, on a affaire à une donnée essentielle, qui est déjà l'organisation identifiante de la coupure et de sa compacité en un point, selon le schéma, et surtout, deuxièmement, l'identité des opposés, ou l'indiscernabilité des opposés, qui ne permettent pas, du coup, d'absolument identifier ce qu'il en est de l'un et de l'autre, sauf à les étirer, bien sûr, mais en faisant dépendre, comme ça, chacun d'une manœuvre signifiante, qui les étire dans leur opposition et leur raccord sous la forme de l'aliénation, que ce soit grand 1, petit a, S1, S1, S2, S de grand A barré, S de grand A barré, petit I, petit a. J'ai donné les 3 modes d'aliénation. Je dirais que la théorie de l'aliénation, c'est une théorie de l'indiscernabilité du grand 1 et du grand autre. Dans cette indiscernabilité, il va de soi que les différents modes de l'autre se trouvent être forcément conjoints au grand A, variablement selon des périodes différentes de l'organisation moins génétique au sens logique, que proprement logique ou signifiante en elle-même. Que ce qui compte, c'est la place de cette disparité de l'autre, d'un élément, d'un mode de cette altérité à un autre, dans l'indiscernabilité, dans des façons d'appréhender l'indiscernabilité.
que quand Lacan va parler de duplicité du moi, il va aussi, à mon avis, il parle aussi de duplicité de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de rechercher. Donc, cette question de la potentialité, une fois qu'elle est opératoire, elle implique l'idéalité que Lacan ne situe plus au démarrage, mais au point d'arrivée. Où l'idéal du moi remplace la position du sujet. Ce que je regrette dans cet abord qu'a Lacan de l'autre, parce que là je vais arrêter ma lecture. Au niveau de la page 809, il s'agira de reprendre. Dans l'élaboration des étapes ultérieures du graphe, ça fait quand même beaucoup de pages. Ce que je regrette, c'est que Lacan n'intervienne pas sur cette temporalisation de l'autre. Il me semble être tout à fait essentiel si on veut bien jouer de ce mode de Dieu qui n'est pas seulement un, mais qui est aussi bien autre. Lacan joue. S'il n'y avait pas cette organisation temporelle de l'autre, à mon avis, il n'y aurait pas de spatialité de l'autre. Donc, les modes de la spatialisation, on ne les a pas trouvés là à reprendre dans des termes encore spécifiés, comme réel, imaginaire et symbolique. Mais ils demandent à être réinscrits comme tels. Parce que de toute façon, Lacan dispose de ces catégories à cette époque. Il ne les utilise pas suffisamment et pas à tout coup, et peut-être pas quand ça serait nécessaire, comme il me semble à ce niveau-là, son propos étant un peu différent. Il s'agit néanmoins de voir en quoi l'autre se modalise différemment pour rendre compte de cette visée univoque de l'unarité depuis ce qu'il est comme autre, et rien que dans ce schéma que je viens de donner là, dans cette écriture de l'aliénation, il va de soi que la rétrogrédience se donne en deux modes de l'autre, selon que c'est l'un de nomination qui est visé depuis l'autre dans cette rétrogrédience, ou l'un proprement fonctionnel, proprement intrinsèque à la fonction, quand la nomination n'est jamais qu'une fonction pointée extrinsèquement, éventuellement sous le vocable de Dieu. Mais l'essentiel est de voir que c'est la rétroversion dont Lacan peut parler, qui est une rétroversion de l'autre sur l'un, rendue possible par leur identification dans le schéma poroprojectif, et qui assure cette dualité de l'autre, qui n'a peut-être pas forcément, malgré ce que l'on souhaiterait, à se situer dans différentes places du schéma, peut-être qui conjoint simplement une même place, une dualité modale qui se contente d'une condensation au même endroit. Et il n'y a pas de dualité du temps. Enfin, je veux dire, le 1 ne peut pas être dual. Si, il est localement dual, toujours, puisque c'est un temps de la parole. Le temps de la parole, comme temps d'interlocution, ça suppose une temporalité de chacun des interlocuteurs, une temporalité qui se conjoint dans l'interlocution elle-même, c'est-à-dire dans le schéma de rétroversion, de réversion entre les deux interlocuteurs. Donc globalement, le temps de la parole comme asphérique est 1, c'est un d'unarité asphérique, mais localement, il est dédoublé, oui. Mais ce n'est pas le temps chronique en tous les cas, il n'est pas détriplé entre passé, présent, futur. C'est le temps intentionnel d'une présence continue qui définit justement l'affluence du signifiant. Ensuite, dans cette fluence,
au minimum, on va pouvoir distinguer deux étapes du signifiant. Un signifiant antécédent, un signifiant conséquent, puis ça se reproduit régulièrement, un conséquent devenant